enfin, l'un des deux types n'a pas de point, c'est une raison. Le deuxième type, qui a les B, le B pointé cantonné de 4 bosons, est automatiquement un type bien particulier, et les bosons ne sont pas là par hasard. Rappelez-vous que sur le Raymondin de Roquefeuille, vous avez 2 points. Et vous avez des tas de monnaies, vous avez un type melgorien plus ancien, qui est un des tout premiers types du début du XIe siècle, fin 10e, début 11e siècle, est cantonné de points, c'est-à-dire que la crosse mitrale est cantonnée de points, enfin de besants, et ils ne sont pas placés n'importe comment non plus. Donc là, c'est pareil. On a un énorme travail héraldique, mais il faut penser à une chose. Nous avons perdu des clés. Nous avions des clés de description. Aujourd'hui, il ne faut pas essayer de décrire avec nos pensées à nous des choses qui n'ont pas forcément le même sens. En revanche, eux savaient très bien ce qu'ils utilisaient. Et ils avaient des références très précises au monde ancien. Mais d'un autre côté, bon, DB, on en rencontre un peu partout. Moi, j'en ai en monnaie grecque. Et c'est le bêta, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. C'est pas forcément, vous voyez ce que je dis. Donc il ne faut pas non plus toujours chercher à rattacher. Mais il y a des pistes d'ouverture. Et moi je vous dis, la croix cercelée, c'est un truc qu'il faut... C'est là, il y a quelque chose à trouver. Les mines aussi, alors les mines, pour les mines d'argent, pour qu'elles soient exploitables, on n'a pas les mêmes règles qu'aujourd'hui d'exploitation, les mêmes coûts non plus, mais les techniques d'affinage ne sont pas aussi développées, même si nos ancêtres étaient de très bons métallurgistes. Et le taux de rentabilité devait certainement avoir quand même une importance, et des mines d'argent n'ont pas servi, toutes les mines d'argent n'ont pas servi à frapper. C'est-à-dire que le métal utilisé n'a pas frappé forcément monnaie. En revanche, ce qu'il faudrait faire, et là c'est un travail, c'est comparer des prélèvements sur ces mines, sur les filons argentifères qui peuvent subsister aujourd'hui, et les comparer avec les analyses de monnaie. Le projet avait été développé pour les monnaies gauloises. Vous savez que les monnaies gauloises, on se demande toujours d'où vient l'or gaulois. Eh bien, il y a 20 ans un projet du CNRS qui avait été mis en place pour étudier toutes les mines dans la région de Limoges et voir quelle était l'influence sur les monnaies, en particulier Arverne et Lémovis. Et le projet a été abandonné faute de moyens suffisants. Voilà, ça c'est toujours pareil. L'argent, hier comme aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Vous avez parlé des trouvailles du XIXe siècle et de leur occultation plus récente. Il y a 4 ans, sur un site de vente par Internet, j'ai vu apparaître un denier d'Anduze. Ça m'a intrigué, mais sans plus. Ce qui m'a intrigué, c'est qu'une fois qu'il a été vendu, il en est apparu un autre, puis un autre la semaine suivante. Et ça a duré exactement 1 an. C'est-à-dire que ce marchand, sous pseudonyme, a mis en vente 50 deniers d'Anduze. J'en ai acquis un, et à la longue, je me suis dit qu'il les fabriquait dans des boîtes de conserve, qu'il estampait. Et donc, j'allais amener un numismate, un spécialiste, qui m'a dit qu'il a pesé, il a regardé, il a mesuré, il a dit que selon toute vraisemblance, et sous réserve d'études plus approfondies, c'était authentique. Ça veut dire quand même qu'il y a récemment quelqu'un qui a trouvé un nid de deniers d'Anduze où il y avait au moins 50 exemplaires. Mais à mon avis, on n'a que la partie immergée de l'iceberg. Hein. Donc, l'obol de Roquefeuille que je vous ai montré tout à l'heure provient d'un petit trésor éclaté il y a une vingtaine d'années. Et donc, dans lequel il y aurait eu, paraît-il, alors une énorme quantité de monnaie d'Anduze, 200 deniers d'Anduze, une dizaine de deniers de Roquefeuille. Donc, pas si loin si on parle de la même chose. Ah ben il n'y en a qu'une, hein, c'est la grande trouvaille, mais c'est 20 ans parce que l'obol, alors ce qui est bien, c'est à ça que ça sert, l'obol que vous avez donc là-dedans, avec la mention, je renvoie au catalogue, a été vendu en 1988 par la maison Platte. Donc le trésor date d'au moins 1988. Donc c'est une vingtaine d'années. Et donc il y avait 100 à 200 deniers d'Anduze, 10 deniers de Roquefeuille et au moins 2 obols de Roquefeuille. Voilà. Donc il y a des trouvailles tous les jours. Et ça, c'est le pic. Ceux qui seront demain à Saint-Hilaire-de-Brest, à Saint-Hilaire-de-Brest, pardon, là, ça y est, c'est la fatigue qui gagne. À Saint-Hilaire-de-Brest, je fais une conférence sur les trouvailles de monnaie d'or romaine. Je vais vous expliquer qu'on ne trouve plus de monnaie d'or romaine au XXe siècle. On n'en trouvait qu'au XIXe. Allez comprendre pourquoi. Alors, est-ce que les gens étaient plus civiques ou est-ce qu'ils cherchaient mieux? Est-ce que la baguette de sourcier était plus efficace que le détecteur à métaux? Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, une très grosse trouvaille, elle se trouve en France, n'importe où. Elle est vendue, c'est même pas sur Internet, elle s'en va aux États-Unis ou en Allemagne. Hein. Faut pas rêver aujourd'hui. Hein. Donc ça, il y a un très gros travail. Si on veut conserver notre patrimoine, il faut changer la loi. Notre loi n'est pas favorable aux découvertes monétaires. Elle favorise plutôt le départ des monnaies ou la cache des monnaies. Il faut expliquer la loi. La loi, elle est très facile.
On travaille, nous, beaucoup avec les archéologues. Là, en 10 ans, on a déclaré plus de 100 trésors. 100 trésors, c'est quand même... Bon, des gros, des petits. Mais ça veut dire que ça marche. Et les archéologues ne sont pas des gens qui ne pensent qu'à vous piquer des pièces. Le tout, c'est qu'il faut que ça soit fait proprement. Le seul problème, c'est qu'en France, c'est encore pareil, on est dans une mentalité latine, c'est pas l'Italie ou la Grèce, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire, c'est trouvé, c'est à moi, quoi qu'il arrive. Alors qu'en réalité, là, ça dévolue la valeur de la monnaie, parce que la monnaie vaut plus cher si elle est publiée que si elle n'est pas. Et puis deuxièmement, on perd une information très importante pour notre patrimoine. Et là, c'est pareil, c'est comme ailleurs, c'est un devoir de citoyen. Nous avons un passé, ce passé nous appartient. Chaque fois que quelque chose fout le camp, on est dépossédé d'une partie. Je suis marchand. Un marchand, c'est la pire des espèces. C'est l'affreux Jojo qui, justement, éclate les trésors. Ben non, on peut être marchand et ne pas éclater les trésors. Ça, c'est ça qui est très important. Et malheureusement, ce que vous dites, on le voit tous les jours, et Internet et la grande boîte de vente que l'on connaît tous et qu'on ne citera pas, participe grandement, mais elle s'en fout, elle est aux États-Unis. Sur ses chaussettes, elle est aux États-Unis. Ils interdisent la vente des objets nazis parce que ça c'est voyant, mais le reste ils s'en moquent complètement. Voilà. À l'époque, quel était, c'est une question probablement hors sujet, pardon, quel était le pouvoir d'achat d'un Bernardin? Qu'est-ce qu'on achetait avec un Bernardin? Alors là c'est la bouteille d'eau à l'encre. Alors si j'avais la réponse. Là, à mon avis, je ferai un scoop. On n'en sait rien, mais en même temps, on a quand même des évaluations. À l'époque carolingienne, une vache, ça vaut 40 deniers. Et le denier pèse 1,60 g. Pensez que donc la monnaie est une monnaie réelle, c'est-à-dire qu'elle est évaluée en fonction de son poids d'argent. Et on sait qu'au XIVe siècle, un ouvrier gagne 1 denier tournois par jour de travail. C'est-à-dire qu'il gagne grosso modo, puisqu'on a... Voilà. Donc, voilà les évaluations. Mais après, ça peut changer. Rappelez-vous le cours du Ménegordien, le cours du Bernardin, c'est en fonction de l'époque. Je vous renvoie certainement le meilleur ouvrage. Donc vous avez je vous ai déjà parlé de Marc Montpère, je vais vous parler de Françoise Dumas, ils ont fait un bouquin qui s'appelle L'atelier du médiéviste. Il y a 50 pages de change à la fin. J'en ai tiré 2-3 exemples parce qu'il y a un exemple de Bernardin, c'est tout. Mais en réalité, quand on compare les Bernardins, alors voilà, il y a des comparaisons. Il faut faire attention aux comparaisons. On a un exemple de Bernardin comparé avec du Tournois, donc 154. Ensuite, on a un exemple de Raymondin qui est évalué par rapport à un Bernardin. On va faire des déductions qui vont nous mener sur des chemins qui ne sont peut-être pas forcément bons, parce qu'on a une date, une valeur d'une monnaie par rapport à une autre, mais elle n'a pas forcément la même date, la même valeur à une autre date. Là, on sait très très bien, donc rappelez-vous toujours, c'est cette fameuse loi de Gresham. La mauvaise chasse la bonne, donc la mauvaise monnaie va de toute façon toujours évacuer la bonne, et que les cours changent. On est à une époque où, en fin de compte, il n'y a pas une monnaie. Là, aujourd'hui, on est dans une époque où on ne sait pas comment on va s'en sortir avec l'euro, mais on a une monnaie pour à terme, 27 pays. On ne sait pas la manier, on ne sait pas comment la... Mais une monnaie pour 27 pays. Là, on a pratiquement une monnaie tous les 30 km. Et des fois, c'est moins. Et quand vous changez de seigneurie, vous devez passer sur un pont, vous payez un impôt, vous payez une taxe sur les marchandises, sur les personnes. Donc c'est du racket organisé, c'est rien à côté des tourniquets ou des dos d'âne. Donc vous voyez, il y a un boulot énorme encore à faire. Et là, on ne maîtrise absolument pas. Et dès qu'on touche au prix et valeurs, alors là, c'est du n'importe quoi. C'est comme la symbolique. Il faut faire attention, c'est à manier avec extrêmement de prudence. Et là, je suis désolé, je vous dis, une vache, 40 deniers. Voilà. C'est-à-dire en Bernardin. Ah bah je peux pas vous dire, puisque c'est du denier carolingien, donc voilà. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'un denier carolingien pèse 1,60 g et qu'un Bernardin pèse 0,80 g. Donc ça voudrait dire qu'une vache, ça valait 80 Bernardins. Mais ça ne veut rien dire, c'est une fausse hypothèse. D'accord? Oui, tiens d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié tout à l'heure, je voulais et je tenais à remercier M. Emery qui a eu la gentillesse au mois de septembre. Vous savez, je ne connaissais pas Anduze. J'étais venu à Anduze, mais comme un touriste. Et en 2 heures, 2 heures et demie, il a eu la gentillesse de nous guider, de nous faire découvrir sa vie, de nous montrer ce qui était intéressant, de nous faire partager ce qu'il aimait. Et je peux vous dire, quelle que soit la matière, quand vous avez quelqu'un qui est un passionné, ça vaut tout le reste. Voilà, je voulais lui rendre cet hommage. Avant. Je suis un peu gêné là.
Bon, je vous remercie de cet hommage que vous me faites.